Bon, bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième séance du séminaire doctoral de l'association ADOC. ADOC est l'association des doctorantes et doctorants du CELAM, qui est le centre d'études des langues et littératures anciennes et modernes, et son activité est multiple. Elle comprend des voix d'un texte, qui sont des soirées de lecture ou de performances généralement commentées et réunissant des auteurs, des autrices, des universitaires, des étudiants et le grand public. Il y a également une journée des doctorants annuelle, où de jeunes chercheurs et chercheuses peuvent présenter leurs travaux. Également des formations, notamment cette année une formation avec Joëlle Bisson, qui est la responsable du pôle des études doctorales. Donc avis aux masterants qui sont là, c'est au sujet des financements de thèse et de comment s'inscrire, comment postuler, s'il y a des vocations. Rejoignez-nous. Et enfin, dans les activités d'ADOC, ce séminaire auquel vous assistez aujourd'hui. Pour suivre nos activités, vous pouvez consulter notre site. Vous avez tout, c'est peut-être pas très lisible, ça va, on voit. Le site adoc.hypothèse.org, qui a vocation à réunir toutes les informations et publications de l'association et à mettre en valeur les travaux de ses membres. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. Depuis quelques mois, il y a de quoi nous suivre plus facilement par ces biais-là. L'association, depuis 2012, possède sa propre revue éponyme, dont le comité scientifique et de rédaction est composé de membres de l'association. Cette revue est transdisciplinaire et transséculaire. Chaque numéro s'articule autour d'une notion au singulier que les différentes contributrices et contributeurs sont invités à définir et à discuter. Ces dernières années, par exemple, il y a eu la crise, l'urgence, le spectaculaire, etc. En 2019, nous avons décidé de poursuivre et d'amplifier cette démarche de recherche en adossant la création du numéro 8 à un séminaire. Nous proposons ainsi une série de séances, toutes animées par des membres de l'association, dont nous sommes. Marius Müller, que je vous présente, et moi-même, Marianne Di Benedetto. Et ces séances sont autant d'occasions d'envisager avec un ou une invitée le thème du fantôme. Ces séances se conçoivent comme un espace de discussion ouvert, préambule à la publication de la revue et font l'objet d'une captation retransmise ensuite sur le site et la chaîne YouTube d'ADOC. Nous nous y engageons. Ça viendra le plus rapidement possible, nous l'espérons. La figure du fantôme nous permet cette année d'interroger les thèmes de la revenance et de la disparition dans la fiction et la création, mais aussi leur portée métalittéraire et méta-artistique. Lors de la première séance qui a eu l'année dernière, qui s'intitulait « Spectralisation de la figure octoriale dans la création contemporaine », organisée par Norella Ferraro et Loïse Lelevé, il s'était agi de faire du fantôme une notion critique pour interpréter le rôle de l'auteur dans la création. La séance suivante, organisée par Zelda Chénaud, Les fantômes de l'Uchronie, spectralisation historiographique et vertige fictionnel, a permis d'étudier la prévalence du thème du fantôme comme thème métatextuel en science-fiction. Le fantôme, donc personnage ou métaphore aux multiples significations, est ainsi l'objet, forcément évanescent, que nous traquons cette année, parce qu'il nous paraît faire saillir tout particulièrement des questionnements esthétiques, mais aussi éthiques et politiques qui marquent la création fictionnelle et artistique. Aujourd'hui, nous parlerons avec Timothée Picard, qui nous fait le plaisir d'être notre invité, du mythe littéraire et artistique né du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Roman paru en feuilleton dans Le Gaulois du 23 septembre 1909 au 8 janvier 1910, puis en volume chez Pierre Lafitte en 1910. Cette œuvre, hantée par le XIXe siècle et véritable matrice pour aborder l'imaginaire de l'opéra, jouit d'une riche postérité depuis plus d'un siècle, nous le verrons. À partir de la mise en perspective de ce roman par Timothée Picard, nous verrons à quel point l'image du fantôme est féconde pour interpréter la place de l'opéra dans notre culture actuelle. Le dialogue que nous nous proposons d'avoir aujourd'hui, avec donc Timothée Picard, auteur de La civilisation de l'opéra sur les traces d'un fantôme, que Marius va vous présenter un peu plus amplement très bientôt, montrera comment la recherche en littérature comparée peut être une manière d'invoquer des fantômes et permet de mieux comprendre notre culture et notre société. Enfin, avant de laisser la parole à Marius, je profite de ce moment d'introduction pour vous annoncer que la prochaine séance du séminaire aura lieu le 13 décembre et elle est organisée par Laura Mingui et Norella Ferraro, qui recevront Stefano Lazzarin, auteur d'un ouvrage sur les retours spectraux, et paru en 2018. Et enfin, dernière annonce, la publication des actes du séminaire se fera début 2020 sur le site d'ADOC. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir pour cette séance Timothée Picard, qui est professeur de littérature générale et comparée, ici même, à Rennes 2.
Ancien élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et de Sciences Po, agrégé de lettres modernes, Timothée Picard a soutenu en 2004 une thèse intitulée « La littérature face aux défis wagnériens » sous la direction de Pascal de Thurins. Ses recherches portent principalement sur les conceptions et représentations de la musique à travers la littérature, les arts et l'histoire des idées. C'est à ce domaine d'études qu'appartiennent, parmi beaucoup d'autres, ses ouvrages « Wagner, une question européenne » et « L'art total, grandeur et misère d'une utopie » paru au Pur en 2006, ou encore « Âge d'or, décadence et régénération », un modèle fondateur pour l'imaginaire musical européen, classique Garnier 2013, ou encore les ouvrages collectifs qu'il a dirigés et dont le principal est le dictionnaire encyclopédique Wagner, paru aux Actes Sud en 2010. Outre ses activités scientifiques, Timothée Picard a exercé et continue d'exercer une activité de critique musicale auprès des revues Classica et l'avant-scène Opéra, et a cofondé avec Jean Cléder en 2011 le festival bien connu des Rennais transversal cinématographique, et plus récemment exerce une activité de dramaturge, notamment au festival lyrique d'Aix-en-Provence, ou auprès du metteur en scène et cinéaste Christophe Honoré, pour son spectacle multi-récompensé Les Idoles, qui sera repris en juin 2020 au Théâtre de l'Odéon à Paris. Enfin, Timothée Picard publie bientôt au Pur un collectif en 4 volumes sur la critique musicale au XXe siècle. Concernant l'Opéra national de Paris, cette année est un peu particulière puisque cette maison fête ses 350 ans. Si, sous les noms d'Académie royale, puis impériale, puis nationale de musique, l'institution n'a jamais cessé d'exister depuis la signature par Louis XIV de la lettre patente du 28 juin 1669, l'Opéra de Paris a cependant occupé divers lieux, qu'il s'agisse du théâtre du Palais Royal, de la salle Montansier, de la salle Le Pelletier, puis du Palais Garnier, auquel s'ajoute depuis 1989 l'Opéra Bastille. Forme spectaculaire qui a gagné sa spécificité parmi les arts de pouvoir représenter tout ce que la dramaturgie classique ne pouvait représenter, Dieu, monstre, spectre, enfer et cieux, il était naturel que le privilège du merveilleux rejaillisse hors de la scène de l'opéra pour hanter salles, coulisses et foyers, et fonder un imaginaire de l'opéra, semblable aux mythes, contes et légendes de son répertoire, dont Timothée Picard s'est fait le spécialiste en s'intéressant à la figure la plus célèbre de cet imaginaire, liée à la plus emblématique des salles de l'opéra. Timothée Picard, nous vous remercions donc d'être parmi nous, et puisque nous allons passer 2 heures de cet après-midi autour de cette figure, nous aimerions commencer en vous demandant si vous pourriez nous dire en quelques mots qui est le fantôme de l'opéra. Merci beaucoup tout d'abord de votre invitation. Qui est le fantôme de l'opéra ? Dans le roman de Leroux, d'une manière plus générale. Parce que il faut dire que c'est une figure en fait qui a émergé dans l'imaginaire de l'opéra avant Leroux, mais j'imagine qu'on sera amené à en parler. Donc il y a des fantômes de l'opéra, il y a des mystères de l'opéra avant Leroux, et Leroux retravaille et resynthétise tout ça. Leroux s'est aussi inspiré de quelques éléments factuels, enfin quelques événements réels qui ont eu lieu à l'Opéra de Paris, des petites catastrophes, et qu'il a transformées en catastrophes plus importantes pour donner l'idée donc qu'une créature fascinante, peut-être malfaisante, hantait ce lieu de l'Opéra Garnier. Donc j'ai peut-être pas envie de trop déflorer le roman, donc de simplement dire que au début du roman, il est question, on fait des fouilles dans les profondeurs de l'Opéra Garnier on descend dans les profondeurs de l'Opéra Garnier pour placer des urnes contenant des enregistrements qui ont été faits. C'est un événement donc réel, historique, sous le signe du ministère de l'Instruction publique, donc vous les voilà, sous l'égide du ministère de l'Instruction publique. On a enfoui dans les profondeurs de l'Opéra Garnier des urnes contenant 2 urnes en 1907 et 2 urnes en 1912, contenant les enregistrements des plus grandes voix de l'époque et des engins permettant de diffuser ces enregistrements, avec comme idée, comme consigne, que ces urnes ne seraient rouvertes qu'1 siècle plus tard. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, je ne voudrais pas digresser tout de suite, mais qui est tout à fait fascinant parce que c'est vraiment un mélange d'expériences scientifiques et d'imaginaire, de science-fiction littéraire tout à fait incroyable, digne de Jules Verne ou autre.
comparable à cette expérience consistant à envoyer des enregistrements dans l'espace un siècle plus tard, mais il y a ce geste, cette chose étrange, qui d'ailleurs en termes d'imaginaire de l'opéra est assez fascinant, dans l'imaginaire de l'enfouissement, et ça frappe d'ailleurs les esprits de l'époque, parce qu'on parle de ces voix vivantes que l'on enterre, donc de voix qu'on enterre vivantes. Il y a tout un imaginaire comme ça, déjà pétri de littérature en fait, qui accompagne cette expérience scientifique. Et en fait, c'est le point de départ du roman de Leroux. Vraisemblablement, Leroux a mené des enquêtes dans ce contexte pour savoir, sur l'opéra Garnier en général, et aussi dans le contexte donc de cet enfouissement des urnes. Et c'est le point de départ de son roman. Il dit qu'au moment où on est allé enfouir ces urnes, on est tombé sur un squelette. Et ce squelette, certains disent que c'est les restes de communards, donc d'opposants pendant la Commune de Paris, qui étaient emprisonnés là. Et ce qui est là aussi intéressant, parce que à ce refoulé premier que je vous évoquais, il y a un deuxième refoulé qui s'ajoute, c'est donc le refoulé historique. Donc il y a l'idée d'une révolution sanglante qui a été étouffée, qui aurait été enfoncée finalement dans la profondeur de ce lieu de mémoire qu'est l'Opéra de Paris. Et on dit qu'à ce moment-là, donc on est tombé sur un squelette, et Gaston Leroux évoque, plutôt le narrateur qui a les initiales GL, évoque son scepticisme quant à la possibilité que ce soit le squelette d'un communard. Il dit bien davantage que c'est probablement le squelette d'un fantôme, ce qui d'ailleurs est assez étrange, parce que évidemment proposer un squelette à un fantôme, et c'est dès le point de départ d'ailleurs que se manifeste le caractère second degré et ironique de ce roman, qui peut se lire à la fois au premier degré et au second degré, comme une sorte de méta-roman qui joue avec les codes du roman de mystère, du roman policier, etc. Et donc c'est le point de départ des tergiversations autour de cette figure, et ensuite on nous refait le récit de qui a été cette figure, et donc il y a cette figure étrange que certains disent avoir vue, on ne sait pas très bien à quoi il ressemble, une forme de rumeurs et de légendes qui entourent cette figure à travers quelques actions qu'il a menées dans l'opéra. Et vraisemblablement, il est amoureux d'une jeune cantatrice qu'il pousse, qu'il veut faire émerger sur la scène lyrique, Christine Daae. Et voilà, donc, je ne sais pas si je dois en dire davantage, donc il y a cette créature mystérieuse dont on suppose qu'elle est dans les profondeurs de l'opéra, qui semble avoir un pouvoir d'action et de décision sur l'opéra absolument sans pareil, et en tout cas sans comparaison avec celui des directeurs réels de l'opéra, qui sont caricaturés dans leur incapacité à agir. Et voilà. Et donc, juste avancer un tout petit peu en disant qu'on découvre peu à peu, donc il ne s'agit pas d'un fantôme, mais beaucoup plus, parce que finalement c'est cette figure aussi qui est très importante, d'un homme monstrueux, que sa monstruosité a contraint à se dissimuler dans les profondeurs de l'opéra, et qui est donc amoureux d'une jeune cantatrice, dont il espère d'une certaine façon une forme de rédemption, et aussi qu'elle va incarner l'œuvre de sa vie qu'il est en train de composer avec son sang, dit-il. Donc il y a aussi toute une métaphore de l'artiste et du créateur incompris derrière. Voilà en gros ce que je peux dire. J'en ai déjà dit beaucoup, mais encore voilà. Et sur ces traces est lancée une figure d'enquêteur, un mystérieux persan qui le connaît depuis très longtemps manifestement, qui sait beaucoup de choses sur lui, et qui cherche à maîtriser et à protéger les gens de sa puissance possiblement criminelle. Voilà. Parce qu'en fait, il s'avère aussi qu'il y a évidemment sur la surface de la Terre, opposé et opposant à cette figure d'Éric le fantôme, un jeune premier qui était amoureux de Christine, qui s'appelle Raoul. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de cette intrigue. Du coup, à propos de cette intrigue que vous venez de résumer, pourquoi cette intrigue, cette histoire vous a intéressé au point que vous lui consacriez plusieurs années de travail? Qu'est-ce qui justifie une étude scientifique de plus de 700 pages sur une fable fantastique Oui, alors en fait, il s'avère que c'est un peu un hasard de projet et d'écriture. En fait, bon, donc
comme vous l'avez rappelé, je suis spécialiste des relations entre littérature et musique à l'origine et passionné d'opéra. Et donc je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais écrire un ouvrage consacré aux conceptions et représentations de l'opéra en littérature à travers les arts, les discours, etc. Et donc à travers le temps, j'avais accumulé toute une série d'éléments et de matières autour de cela. Et dedans, j'avais un point assez développé sur le fantôme de l'opéra, ce qui n'allait pas a priori de soi, parce que, évidemment, comme vous tous, et surtout à l'époque à laquelle je me suis emparé, on était vraiment très très tributaire, et moi c'était vraiment là-dedans que j'évoluais avec plaisir et naturel de la littérature canonique, et pas du tout de la littérature dite populaire. Enfin, on reviendra sur ce couple savant-populaire. Mais il s'avère quand même que ce roman présentait beaucoup de caractéristiques intéressantes, me semblait justement travailler de manière extrêmement intéressante l'imaginaire de l'opéra, et puis me semblait en plus de ça être sauvé à mes yeux, un peu intellectualisant et un peu hautain par rapport à cette manifestation de culture populaire, par cette espèce de second degré de jeu avec les codes. Et puis je m'apercevais aussi que c'était un roman auquel s'étaient intéressé pas mal de figures en fait à travers l'histoire, justement de manière très favorable. On avait invité Patrice Chéreau ici, il disait qu'il aurait eu le projet de faire un film autour de ça. Je m'apercevais que Jean Cocteau aimait beaucoup ce roman, que les surréalistes l'appréciaient beaucoup aussi. Enfin bon, bref, quelques éléments comme cela. Et puis donc j'avais cette marqueterie de matière pour écrire un livre, mais en fait sans savoir encore quel serait le fil rouge et la problématique d'ensemble. Et puis je me suis dit, comme je suis très cinéphile aussi, et que j'avais très peu vu les adaptations cinématographiques, pour une raison dont on sera peut-être amené à le parler, c'est qu'elles sont toutes passionnantes mais pas très bonnes généralement, elles sont plutôt intéressantes que des chefs-d'œuvre esthétiquement. Je me dis il faut que je les regarde quand même, parce que pour terminer le tour d'horizon. Et justement, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait quand même des choses très intéressantes dans ce cadre-là. En fait, il y avait un jalon. Le roman date donc de 1909-1910. Il synthétise tout un imaginaire de l'opéra. Culture savante et culture populaire, c'est la grande littérature canonique, disons, Balzac, Stendhal ou autre, mais aussi petite littérature, genre journalistique, genre picturaux, illustration, etc. Et puis à l'aval, donc, il y avait, après 1910, en fait, des adaptations du fantôme de l'opéra au cinéma, quasiment tous les 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et chacun illustrant un stade très intéressant de la culture médiatique. Des techniques de cinéma, donc cinéma muet, cinéma parlant, des genres cinématographiques, film musical, film fantastique, film néo-hollywoodien, cette génération, Brian De Palma, Scorsese, Coppola, qui a voulu s'infiltrer à l'intérieur du système hollywoodien pour le dynamiter d'une certaine façon. Film Giallo, donc le film d'horreur italien, Argento, etc. Bref, il y avait toute une généalogie. Et puis, je me suis aperçu surtout... Alors déjà, cette image des urnes de l'opéra m'a beaucoup intéressé en termes anthropologiques et symboliques. Donc, cet imaginaire de l'enfouissement, et que le fantôme soit associé à une sorte d'enfouissement comme cela, c'est comme si on enfouissait un certain 19e siècle dans les profondeurs, toute une histoire du 19e siècle aussi. Et puis je me suis aperçu ce qui a été un peu la clé de légitimation pour moi, et comment dire, qui m'a amené définitivement à surmonter l'espèce de préjugés que j'avais encore par rapport au couple culture savante, culture populaire, parce qu'en effet j'allais m'emparer de ce roman pour écrire un livre très sérieux de 700 pages, parce que c'était bien raisonnable. C'était en fait des hypervalorisations ponctuelles mais décisives de figures qu'on n'attendrait pas a priori dans ce cadre-là, qui sont Adorno d'une part et surtout Walter Benjamin d'autre part. Et donc découvrir l'intérêt de Benjamin pour ce roman, et puis en fait il s'avérait que ce qu'en disait Benjamin allait absolument dans le sens de ce qui m'intéressait précisément, c'est-à-dire qu'il m'est apparu peu à peu en fait, et c'est comme ça que ça s'est transformé non pas en point dans le livre mais en fil conducteur, c'est que on en parlera aussi j'imagine, mais que cette image du fantôme évidemment avait une valeur aussi métaphorique très intéressante, et qu'elle, d'une certaine façon, elle permettait peut-être de parler de la destinée de l'opéra dans notre culture, donc une place absolument centrale, mais aussi une place peut-être
qui est en voie au cours du XXe siècle de spectralisation, de disparition. Donc c'était un premier élément évident, cette espèce d'idée qu'à partir du début du XXe siècle, peut-être que la civilisation de l'opéra a fait son temps d'une certaine façon et qu'elle est toujours présente, elle est toujours là, mais elle a une tendance à se dissiper d'une certaine façon. Mais aussi, c'était l'autre hypothèse qui permettait de contrecarrer cette idée-là, très forte et très importante, et permettait de jouer aussi avec la métaphore du fantôme, mais aussi du revenant. C'est que, en fait, comme le montrait finalement cette hyper-présence du fantôme de l'opéra à travers plein de moments de l'histoire culturelle, de l'industrie culturelle de masse au XXe siècle, jusqu'à d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on ne la connaît pas très bien en France, mais jusqu'à la comédie musicale du fantôme de l'opéra, qui est celle qui a eu le plus grand succès de tous les temps, on dirait le plus grand nombre de spectateurs, un nombre invraisemblable, 170 millions de spectateurs, qui est joué non-stop depuis sa création à New York et à Londres en 86, qui a eu le plus de prix, remporté le plus d'argent, qui est aussi une œuvre très problématique sur le plan esthétique, mais enfin, voilà. Justement, cette existence et cette récurrence au XXe siècle me disait que peut-être en effet l'opéra disparaît, prend une forme fantomatique, et en même temps il revient, c'est un revenant, sous d'autres biais, par d'autres moyens, à travers la culture du XXe siècle, et éventuellement des endroits où on ne l'attendrait pas forcément. Et donc, comme l'apparition progressive de ce fil conducteur possible, c'est-à-dire que ce qui devait être plutôt secondaire, marginal par rapport à des auteurs beaucoup plus valorisés que Leroux, l'apparition comme ça de ce fil principal s'est faite peu à peu, et cette espèce de caution définitive apportée par les propos de Benjamin, et notamment l'articulation qui me paraissait assez évidente avec son essai fondamental Paris, capitale du XIXe siècle, m'ont définitivement lancé dans l'étude telle qu'elle s'est formée ici. Voilà. J'ai dû dire beaucoup de choses en peu de temps, et comme ça fait pas mal de temps que je parle de ce livre aussi, je sais pas, je sais pas, vous me dites s'il y a besoin de développer un point. On va reprendre okay. En l'amont de l'œuvre de Leroux. Ouais. Du coup, dans votre essai, vous l'étudiez en tant qu'elle, je vous cite, ramasse et redéploie tout un imaginaire de l'opéra, lieu et genre, à travers les arts et la littérature, les arts et l'histoire des idées. Et est-ce que ce serait possible de peut-être revenir un peu sur l'hypotexte du roman de Leroux, sur les références qui sont là, on parlait de Hugo, de Quasimodo, de Verne. Oui. Alors, justement, en préambule aussi, c'est juste le lien avec ce qu'on évoquait précédemment. En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était ce couple aussi culture savante, culture populaire. C'est-à-dire que l'opéra, j'imagine, dans l'esprit de la plupart d'entre vous, sous la forme d'un préjugé bien ancré, c'est la forme élitiste par excellence, en termes socio-économiques, en termes culturels, etc. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans son histoire, loin de là. Et justement, ça m'intéressait aussi de travailler ce préjugé, de le déconstruire et de le reformuler au moyen de sources qui montraient à quel point, justement, l'imaginaire de l'opéra était en permanente circulation, était le cadre d'une permanente circulation entre les cultures savantes et les cultures populaires, avant que ce couple se fige très fortement en France, d'ailleurs beaucoup plus que dans d'autres cultures, et spécifiquement donc à partir du début du XXe siècle en particulier. Il y a le fameux essai Culture d'en haut, culture d'en bas. Je ne sais pas si vous connaissez cet essai, c'est vraiment l'essai canonique sur la question du couple culture savante, culture populaire de Lewin, donc lowbrow, highbrow, couple culture savante, culture populaire, culture d'en haut, culture d'en bas en français. Dans cette étude, en fait, il montre justement comment certaines formes de culture qui étaient communes et partagées par toute la société se sont un peu peu à peu figées en prérogatives de la culture savante, en forme de culture savante, prérogatives d'une élite socio-économique. Et il donne 3 exemples dans son essai: la tragédie de Shakespeare, son devenir aux États-Unis, le musée, la naissance et l'évolution de la forme musée, et l'opéra. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc voilà, donc c'était très important pour moi aussi de travailler ce couple savant populaire, y compris d'ailleurs contre mes préjugés à moi, ou contre mes habitudes et contre
ces habitudes qui m'avaient été léguées aussi par ma formation, etc. J'avais l'impression aussi que j'étais suffisamment maintenant installé dans l'institution, pour m'emparer sans problème de ces œuvres-là. Alors oui, c'est une œuvre, le roman de Leroux, c'est une œuvre synthèse de plein de choses, et réussit à synthétiser, agréger de manière très puissante, grâce aussi à l'unité de lieu, puisque tout se passe à part un chapitre dans l'Opéra de Paris, dans l'Opéra Garnier, agréger quantité de matière. D'abord, donc, toute une littérature, justement, du XIXe siècle, entre culture savante et culture populaire. Je pense en particulier à au moins 3 figures, absolument au-delà de la musique et de l'opéra. Je pense à Hugo. C'est évident que le couple Quasimodo, Notre-Dame de Paris, et le couple Fantôme, Opéra Garnier, il y a un effet de parallélisme évident, que se construisent des relations très semblables. Et là aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, je fais juste un saut du coup vers l'aval. Quand il y a eu les premières adaptations du Fantôme de l'Opéra, c'est aussi parce que les studios Universal fondés à Hollywood s'étaient spécialisés dans les films dans une famille de monstres justement romantiques, et en particulier hugoliens. Donc juste avant le Fantôme de l'Opéra, en fait, il y avait déjà eu une adaptation de Notre-Dame de Paris. Et autour de cela, il y a aussi L'homme qui rit. Donc c'est pour dire que cette inspiration en amont, elle a aussi des effets en aval. Donc il y a cela. Il y a Hoffmann, très évidemment, l'imaginaire musico-fantastique d'Hoffmann. Et puis il y a Poe, de manière extrêmement explicite, parce qu'en fait il y a un moment qui est carrément la reprise il y en a pas qu'un seul, mais il y a au moins un moment qui est la reprise d'un conte célèbre de Poe qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Ça se passe dans une atmosphère un peu de la Renaissance italienne à la Boccace, ou quelque chose comme ça. Un prince, à l'époque de la peste, s'enferme avec sa cour dans un château, et pour contrecarrer la mort qui exerce son empire partout aux alentours, il s'adonne à des fêtes effrénées, et notamment des bals masqués. Et au milieu d'un bal masqué apparaît un masque, le masque de la Mort Rouge, qui s'approche du prince et qui jette l'effroi dans l'assemblée, tant il y a une sorte de réalisme dans la représentation de la mort sur ce masque. Et donc le prince se précipite finalement sur ce masque, et ce masque, c'est en fait la mort évidemment, ou la peste elle-même, qui s'était finalement introduite dans le château. Il y a un écho de cela chez Baudelaire, et notamment la fameuse l'image de l'horloge chez Baudelaire qui dit « Remember me, qui est une reprise de Poe également. Et une pensée donc du temps qui passe. Voilà. Et donc il y a l'imaginaire de Poe, il y a l'imaginaire de Hugo, il y a l'imaginaire d'Hoffmann, il y a l'imaginaire aussi un tout petit peu plus proche dans le temps des débuts de la science-fiction, ou bien du roman d'anticipation avec Les Futurs de Villiers-de-l'Adam, ou bien Le Château des Carpates, qui est un roman de Jules Verne, dans lequel apparaît, un peu dans le sillage d'Hoffmann, pour la première fois une figure véritablement d'hologramme chantant, qui permet d'éterniser la figure d'une cantatrice qui est morte dans de tragiques circonstances. Donc il y a toute cette veine-là déjà, une veine aussi gothique, une veine fantastique. Et puis après, je ne sais pas si vous voulez que je parle de ça aussi, évidemment, après il y a aussi toute la tradition d'un certain roman du 19e siècle dans lequel il y a des grandes scènes d'opéra. Je pense à la Comédie humaine, je pense à Stendhal ou autre. Mais donc après, il y a aussi, s'agrège à cela aussi tout un imaginaire, cette fois de la musique et de l'opéra, donc à travers à la fois la littérature, mais aussi parce que je ne sais pas si vous connaissez bien cette dimension-là qui a été largement remise en avant par les chercheurs depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est aussi le caractère extrêmement actif de toute une production culturelle née dans
la presse et dans l'environnement immédiat de la presse depuis le XIXe siècle. D'ailleurs, le roman de Gaston Leroux est l'émanation de cela absolument. À un moment d'ailleurs très important de charnière dans l'histoire de la presse où se développe une nouvelle presse, une nouvelle forme de presse à grand tirage, peu cher, qui va être un cadre très favorable à l'essor d'une littérature comme celle de Gaston Leroux, de Leblanc, enfin de toute cette mythologie aussi du début du XXe siècle, Fantomas, etc. Donc c'est le cas aussi au XIXe siècle où il y a toute une production extrêmement active, des reportages, des documentaires illustrés, évidemment de la littérature qui paraît dans ce cadre aussi. Donc les liens entre la presse et la littérature sont ténus. Et voilà, donc là il y a aussi tout un imaginaire qui s'est construit bien en amont en fait, qui est plus ancien mais qui est encore plus actif et qui est renouvelé et enrichi au XIXe siècle, cette fois strictement de la musique, de l'opéra, du lieu opéra, du chanteur d'opéra, de la voix, des mystères de la voix, du chanteur d'opéra, des œuvres elles-mêmes, etc. Voilà. On voulait revenir un petit peu sur cette citation vraiment marquante de Benjamin qui dit que c'est un des grands romans sur le 19e siècle. Ouais. On voulait voir plus précisément en quoi cette œuvre populaire en dit vraiment long sur la civilisation bourgeoise de l'époque et sur une modernité dont en fait on perçoit déjà les limites très clairement à la fin du 19e siècle et au 20e, et vous commenciez à en parler avec cette ironie cette ironie et ce second degré dans le roman de Leroux. Oui, alors là c'est un tout petit peu compliqué à expliquer, mais donc en effet c'est un roman qui est terminal en fait, ce roman de 1910, c'est-à-dire qu'en fait c'est un roman qui est presque nostalgique, qui parle de quelque chose qui commence à disparaître, donc avec un effet de synthèse et peut-être un effet aussi de jugement et d'ironie. Et en fait, voilà, en fait, ce qui m'a amené vers Benjamin, c'est, je me suis dit, c'est l'opéra Garnier érigé en mythe, notamment par le biais de cette figure du fantôme, et par excellence un lieu de mémoire au sens de Pierre Nora. Et il faut vraiment l'interroger sous cet angle. Et par ailleurs, je me suis dit, c'est très vraisemblable que Benjamin ait écrit sur... en tout cas, je cherchais parce que Benjamin donc a écrit ce fameux essai inachevé, qui est probablement son essai le plus important, qui s'appelle Le Livre des Passages, ou Paris, capitale du 19e siècle. Je ne sais pas si vous connaissez cet essai ou pas, si vous connaissez d'ailleurs Walter Benjamin ou pas. Donc Walter Benjamin, c'est vraiment un des philosophes allemands les plus importants du XXe siècle, de la moitié du XXe siècle, comme Adorno. Qui a grandi notamment à Berlin et qui a eu une fin tragique. Vous savez probablement que donc il a fui le nazisme parce qu'il était juif et qu'il a voulu, enfin les circonstances de sa mort exacte ne sont pas entièrement éclaircies, mais il a voulu fuir en fait la France occupée pour passer aux États-Unis, passer l'Atlantique, et en passant les Pyrénées, en réalité, il s'est suicidé. C'est ça, il s'est suicidé. Tout d'un coup, j'ai un doute. Il s'est suicidé en fait parce qu'il allait être pris par les nazis. Donc, c'est une figure qui est un philosophe et un philosophe de l'histoire, c'est-à-dire qui pense sur la longue durée des dynamiques de fond et des dynamiques de sens, construit et déconstruit des dynamiques de sens sur ce qu'a été le devenir collectif, disons, jusqu'à la période qu'il vit, et l'interrogeant par plusieurs biais culturels. D'abord la tradition du messianisme propre à la culture juive, et puis toute la philosophie de l'histoire allemande. Et donc Benjamin a écrit, a une fascination pour la France du XIXe siècle en particulier, pour Baudelaire, et il a donc lancé le projet de ce livre très ambitieux qui s'appelle Le Livre des Passages, qui était une sorte de travail incroyable, de synthèse fascinante sur ce qu'est l'imaginaire du XIXe siècle,
où Paris est un peu plus que la capitale de la France, c'est vraiment la capitale du siècle, la capitale d'une ère culturelle, qui est l'ère pendant laquelle la bourgeoisie touche à son âge d'or. Donc après évidemment la rupture de la Révolution française, et avant le basculement complet dans la société de masse ou dans les mouvements politiques également de masse du XXe siècle. Et donc il essaie de... L'idée dans cet ouvrage inachevé, c'est de restituer l'imaginaire profond de ce 19e siècle-là à travers des symptômes, des structures, des figures récurrentes qui le manifesteraient particulièrement. Et donc il va étudier les mutations de la modernité dans Paris au XIXe siècle à travers quelques éléments particulièrement représentatifs, et notamment les fameux passages, donc ces passages qui sont aujourd'hui un peu délaissés de Paris, qui sont donc ces galeries couvertes, qui étaient une nouvelle forme en fait de capitalisme, mettant en valeur en fait les marchandises, des marchandises en plus de ça de plus en plus reproductibles, et qui les mettait en scène en fait, mettait en scène les marchandises avec une forme de spectaculaire. Donc la marchandise qui brille derrière la vitrine, c'est une sorte de scénarisation spectaculaire pour rendre désirable un objet qui tient donc des techniques finalement du spectaculaire scénique aussi. Benjamin met en avant cette structure-là donc de spectacularisation de la modernité à laquelle il est donné un tour séduisant, désirable, dont le caractère théâtral masque une donnée pourtant fondamentale, le prix qu'il faut payer pour accéder à cette marchandise, et puis le travail qu'il a fallu mettre en œuvre pour réaliser cette marchandise, et du même coup le système, entre autres, d'exploitation socio-économique qui se cache derrière cette marchandise. Donc en fait, il met en avant finalement une ambivalence, c'est-à-dire un visuel fantasmagorique, donc quelque chose qui éveille le désir, le terme de fantasmagorie c'est le sien, qui éveille le désir, qui fait rêver, qu'on a envie de se procurer, et en même temps, derrière cela, est masqué quelque chose de beaucoup plus ambigu, beaucoup plus problématique, qui est le système d'exploitation socio-économique propre à cette nouvelle modernité capitaliste qui s'est mise en œuvre. Et puis par ailleurs aussi, cette modernité et l'essor des villes sanctionnent un éloignement de l'homme avec la nature. Et d'une certaine façon, cet objet aussi aurait pour faculté, croit-on, de renouer un peu le lien avec un merveilleux, une nature merveilleuse, lien qui se serait coupé dans la ville moderne. Donc il met en avant comme ça cette réalité dans plusieurs endroits, donc les passages, les palais d'exposition, les intérieurs bourgeois. Finalement, pourquoi se développent comme ça les intérieurs bourgeois avec la collection d'objets, de meubles, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit qu'il met en avant ? Avant Barthes, d'une certaine façon, il met en avant comme ça des mythologies de la modernité de Paris, capitale du XIXe siècle. Et je me disais que peut-être précisément, enfin je me demandais s'il avait parlé de l'Opéra Garnier. Alors il n'en parle pas parce que il se focalise. L'Opéra Garnier, il a été construit pendant le Second Empire, inachevé à cause de la guerre de 70 et de la Commune, et finalement inauguré en 1875 sous la Troisième République. Donc c'est trop tardif en fait par rapport au cœur de son essai, mais il aurait pu en parler. Et si je cherchais aussi, fouillais dans ce sens, c'est qu'il y a une scène en fait très étrange et fondamentale et assez révélatrice aussi de l'ironie de Leroux dans Le Fantôme de l'Opéra. C'est que au cœur de l'opéra, le fantôme s'est créé une antre, son royaume incroyable, fascinant, mettant en œuvre toutes les formes de spectaculaire. Et Christine, la jeune cantatrice, est à la fois terrifiée, horrifiée et fascinée par cette figure. Il y a toute une mythologie aussi de la sexualité derrière, dans son double aspect désirable et abject, parce qu'évidemment le monstre est aussi une figure très sexualisée.
Sauf que quand elle arrive au cœur de l'habitation du fantôme, qu'elle est mise dans un lit et qu'elle se réveille, elle est dans un lieu, une chambre, qu'elle trouve incroyablement kitsch. Il y a des fanfreluches partout, des rideaux, du doré, des petits objets, etc. Et elle se dit au fond, c'est bien la peine d'avoir eu toute cette histoire pour se retrouver finalement dans quelque chose qui ne déparerait pas, enfin finalement ce fantôme a quelque chose de la coquette de celle dont parle peut-être par ailleurs Zola dans Au bonheur des dames. C'est-à-dire que cette figure qui était tout à fait terrifiante mais aussi pleine de promesses sur le plan érotique, tout d'un coup elle perd de son caractère de fascination dans ce lieu finalement qui révèle l'intériorité du fantôme, qui est qu'il aspire au pire petit bourgeois qui soit. On parle finalement de je sais pas, quelque chose de crochet en dentelle. Enfin, c'est vraiment, tout d'un coup, elle est extrêmement déçue. Finalement, ce romantisme noir dont elle était le centre se révèle en fait être un rêve de réalisation petit bourgeois. Et le roux joue beaucoup avec ça en fait, joue beaucoup avec cette chambre qui a un trait kitsch, un trait Louis-Philippe, qui ressemble donc à ces intérieurs petits bourgeois kitsch du 19e siècle. Et donc c'est pour cela que je quêtais l'hypothèse que ce soit quelque part chez Benjamin. Et en effet donc finalement mon désir était réalisé d'une certaine façon, puisque donc il étudie absolument finalement alors il parle pas vraiment de cette chambre, mais ce qu'il évoque rapidement autour du fantôme de l'opéra et en fait donc un grand roman sur le 19e siècle. J'ai oublié le début de ma phrase. Bref, c'est cet imaginaire là en fait. Et donc si le roman de Leroux est non pas un grand roman du 19e siècle, mais sur le 19e siècle, c'est que dans la logique de Benjamin, il met en avant, comme tout ce qu'il avait lui-même vu à travers les panoramas, les passages, les palais d'exposition, les intérieurs bourgeois, il met en avant exactement la structure fondamentale du 19e siècle, l'imaginaire du 19e siècle, qui est en fait l'association, je vous le disais, entre fantasmagorique, entre quelque chose d'étincelant, de magnifique, de désirable, de doré, et du monstrueux derrière, qui est dissimulé derrière, qui est caché derrière, dans quelque chose qui est fondamentalement bigarré et qui est kitsch. Donc le kitsch, cette notion que vous connaissez, c'est une notion qui est née au XIXe siècle, justement en lien avec cette reproductibilité des objets dont parle Benjamin, et qui est lié dans le milieu de l'opéra, justement, enfin en lien avec l'opéra. Il y a un kitsch qui est lié, qui sont des objets notamment liés au culte de Richard Wagner, qui commencent à se répandre, et les discours sur le kitsch, Hermann Broch, Kundera ou autres, les discours fondamentaux sur le kitsch mettent en avant, de manière fondamentale, un style opéra, qui serait lui-même un style mêlé, un style bigarré, associant justement l'étincelant, le beau, le désirable et le monstrueux. Et pour finir, ce qu'il dit très clairement, laisse entendre Benjamin, il dit qu'en fait, ce qui est monstrueux derrière, ce qui se révèle derrière, en fait, il y a deux choses. D'abord, il y a toute la souffrance du prolétariat qui n'a pas accès. Hein, c'est le joujou de Baudelaire, le petit garçon qui ne peut pas accéder au joujou et se l'acheter. Donc il y a cette souffrance-là. Et puis il y a aussi potentiellement le révolutionnaire de la commune. Auguste Blanqui ou autre, il dit en fait que le monstre derrière l'étincelant, le beau, etc., c'est le communard qui va apparaître. Et en fait, c'est exactement finalement ce que dit, l'hypothèse que met en avant le roman de Leroux d'une certaine façon. Et donc, j'ai voulu voir à mon tour, dans le couple formé par l'opéra Garnier, étincelant, doré, d'un style invraisemblable, et son monstre, ce même couple que celui qui structurait l'imaginaire de Benjamin. Et donc on pouvait voir à la fois la grandeur et les refoulés, les compromissions du 19e siècle bourgeois à travers cette fable.
maintenant, on se disait qu'on pouvait peut-être parler de la postérité et des avatars du fantôme après le roux, au cinéma, mais aussi sur scène et sur la toile. Mais avant d'évoquer les adaptations cinématographiques, on voulait vous proposer, en reprenant votre proposition, d'évoquer les illustrations d'André Castaigne qui ont été réalisées pour la première édition américaine du roman en 1911 et dans lequel vous repérez dans votre ouvrage une première cristallisation du mythe particulièrement intéressante. Oui, alors juste il y avait peut-être une étape quand même, juste avant de basculer dans l'après, il faut quand même juste insister, parce que peut-être c'est juste insister sur le Palais Garnier lui-même quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, mais juste avant de parler de ça, le Palais Garnier, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez visité, etc., mais c'est vraiment le bâtiment, c'est un bâtiment qui a été voulu par Napoléon III et qui a été pensé par Garnier comme étant vraiment la vitrine de la société, enfin l'élite dominante de l'époque, qui est la bourgeoisie et un reste d'aristocratie, et donc un opéra qui est conçu absolument dans l'idée d'une mise en valeur, une mise en spectacle. C'est vraiment un opéra qui n'a pas de comparaison au monde, c'est-à-dire que si vous y êtes allé, vous verrez qu'il y a autant d'espace avant d'entrer dans la salle que dans la salle elle-même. Et notamment, il y a vraiment une reproduction d'un système de salles par le grand escalier qui est mythique. Donc on a comme ça, autour du grand escalier, des lieux qui permettent d'observer les personnes qui entrent ou d'être soi-même en représentation, de la même façon que plus tard on verra dans la salle le spectacle qui se donne. Et il y a vraiment l'idée que c'est peut-être le parangon, oui, le summum de tout de tous les bâtiments possibles en Europe, qui a été ensuite un peu imité, le summum, l'aboutissement par un style architectural, par un sens de l'espace particulier, de cette volonté donc de célébrer la bourgeoisie du XIXe siècle internationale, et à travers elle aussi donc toute une civilisation de l'opéra plus ancienne, mais dont elle serait l'héritière paradoxale, parce qu'elle a tué aussi les aristocrates pour arriver là. Parce que le fantôme, ça peut être soit le prolétariat qui révolutionne, soit les aristocrates qui ont été tués par la bourgeoisie pour arriver en place. Et donc, j'insiste vraiment parce que c'est une donnée vraiment fondamentale sur ce lieu lui-même, ce qui est extrêmement important dans la culture collective. Aujourd'hui, on a beaucoup moins. C'est un lieu qui est extrêmement visité, mais on a moins contact avec tout cela. Mais il faut se dire, parce que ça va nous nourrir aussi pour cela, c'est incroyable à quel point la culture opératique a nourri les premières décennies du cinéma hollywoodien. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc, en effet, donc le roman de Leroux est paru un an plus tard en anglais, avec des illustrations d'André Castaigne, qui d'ailleurs est lui-même un élève de grands peintres académiques du XIXe siècle, notamment Gérôme. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que il est aussi, lui, cette figure, c'est une figure de passage entre la grande tradition, d'abord du dessin de presse et de la peinture académique européenne et française du XIXe siècle, mais de l'autre côté, il va faire une partie de sa carrière aux États-Unis, et donc il annonce aussi l'illustration de presse moderne au XXe siècle, et là on voit aussi quelque chose. Alors ça justement, oui, donc parce que tout à l'heure je parlais du Masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe. Dans Le fantôme de l'opéra, il y a une grande scène de bal masqué où Eric va lui-même paraître sous les traits du Masque de la mort rouge, sauf que comme il est monstrueux, justement on ne sait pas si c'est masqué ou pas. C'est toute la question de savoir le jeu de l'apparence et de l'essence du masque qui cache ou qui révèle. Tout cela est aussi une thématique baroque qui est au centre du roman. Et donc là c'est une illustration du moment du bal masqué, qui est une tradition qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, mais qui a été une tradition très vivace, de bal masqué donné dans l'Opéra de Paris. Et donc dans le roman il y a une scène, et donc parmi les 5 illustrations très fortes du roman par Castaigne, il y a celle-là, donc du Masque de la mort rouge qui descend le grand escalier de l'Opéra Garnier et qui va terroriser quand on se rend compte enfin de qui il est,
va terroriser absolument tout le monde. Et ça va devenir ensuite une scène d'un des premiers très grands fantômes de l'opéra au cinéma. En fait, le premier dont il reste une trace, parce qu'il y en a vraisemblablement eu d'autres avant, mais dont il ne reste pas de trace. Donc c'est ça que vous vouliez que je dise, je sais pas. En tout cas, on est vraiment dans un spectaculaire qui est aux confins de la peinture académique du 19e siècle, d'un spectaculaire d'opéra et de ce qui sera par la suite un spectaculaire de cinéma. Et donc on va retrouver vraiment cette illustration va influencer donc la première grande adaptation du fantôme de l'opéra à Hollywood en 1925 par Rupert Julian, où il y a une scène extrêmement célèbre de l'histoire du cinéma qui s'inspire de cela. Célèbre aussi en termes techniques parce que c'est un film en noir et blanc, mais cette scène a été colorisée à la main notamment. Donc voilà. Une bonne ouverture vers les films. Oui, donc vous l'avez dit, le fantôme de Leroux est une figure romanesque, mais peut-être avant tout une figure cinématographique et notamment une figure du cinéma américain. Est-ce que c'est pas un peu étrange qu'Hollywood, qui en est à l'époque à ses débuts, l'MLE a fondé Universal en 1912 et 10 ans plus tard décide de mettre en scène le roman de Leroux. Est-ce que c'est pas un peu étrange que Hollywood, qui en est à ses débuts, que l'art technologique qui est le cinéma, s'intéresse au monde de l'opéra pour faire son film le plus important? Idem, n'est-ce pas étrange que le public du Nouveau Monde s'intéresse aux fleurons de l'art bourgeois et de l'art européen que représentent l'opéra et le palais des Garnier? Alors, il faut vraiment avoir conscience du fait que quand le cinéma naît, la proximité avec les milieux des scènes, il y a une proximité avec les milieux forains, et il y a une proximité aussi avec le milieu des scènes théâtrales, etc., et opératiques de l'époque. Il y a des artisans, des techniciens qui passent. Il fallait bien que ceux qui travaillent au cinéma viennent de quelque part, et donc ils sont venus notamment du théâtre, de l'opéra, et il faut se rappeler d'ailleurs que l'opéra, même si c'est dans notre esprit maintenant associé à la culture noble, au XIXe siècle, c'était beaucoup moins évident, et notamment tout ce qui est la culture des trucs, des trucages, des machineries, etc. En fait, on était dans des savoirs et des pratiques qui étaient très proches des arts forains, donc on n'est pas du tout dans la culture uniquement savante. Donc il y a cette dimension, cette donnée très importante qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la proximité dans les premières décennies entre les milieux du cinéma et les milieux du théâtre et de l'opéra. C'est les mêmes qui passent d'un milieu à l'autre. D'ailleurs, je rappellerai que Méliès lui-même a découvert, d'ailleurs c'est amusant parce que un des trucs de cinéma qu'il a initié et découvert, qui permet de faire disparaître des choses sur une toile, sur l'écran, c'est en posant sa caméra place de l'Opéra, devant l'Opéra Garnier. Et donc on voit un plan et puis la transformation d'un plan en quelque chose d'autre. Ce trucage, ça a été place de l'Opéra. Mais Méliès, par exemple, il faisait des mises en scène il a travaillé pour des mises en scène de théâtre, mises en scène d'opéra, et les premières adaptations au cinéma. C'est complètement étrange parce que l'opéra évidemment est un art aussi avant tout de la musique et du chant, du sonore, en tout cas de manière très forte, mais le cinéma dans ses débuts a énormément utilisé l'opéra. Donc les grandes stars de l'époque, c'est les divas, c'est les chanteurs, donc c'est eux qui, même en muet, c'est les grands chanteurs de l'époque qui jouent les rôles principaux au cinéma. Et dès le début, il y a énormément d'adaptations d'opéra au cinéma. Donc d'une certaine façon, pour le coup, il y a une sorte de naturel assez... Bon, après, il y a aussi des phénomènes de migration. Donc, par exemple, le fondateur des studios Universal, Karl Laemmle, il vient d'Europe centrale, et donc il a baigné dans une culture opératique d'Europe centrale. Et donc, aux États-Unis, il y a quelque chose qui n'est pas du tout étrange de ce point de vue-là, de faire le lien et la jonction entre les deux. Et vraisemblablement, à l'époque, il n'y a pas de conscience à ce point que c'est un... il y a la réalité
mais c'est aussi un art populaire par certains aspects, et donc il n'y a pas la conscience à ce point, vraisemblablement, d'une séparation entre le savant et le populaire, et que le cinéma va être quelque chose d'absolument populaire, alors que l'opéra serait exclusivement élevé. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la séparation va se faire, et se faire très fortement, mais la jonction quand même se fait, justement, au moment où la séparation va se faire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une circulation d'un art à un autre. Et ensuite, d'abord, ils se sont intéressés au fantôme de l'opéra, non pas par la thématique musicale, mais plutôt par la thématique du monstre, donc dans le sillage comme le bossu de Notre-Dame, enfin le Notre-Dame de Paris au cinéma avait très bien fonctionné. Ils ont voulu continuer sur cette veine-là. Les studios Universal ont pris leur essor vraiment au départ là-dessus. Et puis en fait, très vite, l'hypothèse d'un cinéma sonore s'est posée. C'est-à-dire que quand bien même on a commencé le premier film fantôme de 25 était muet. En achetant les droits, ils savaient qu'ils avaient le projet d'en faire un film sonore, en fait, dans la foulée, que ça allait venir très vite. Ce qui fait d'ailleurs que ce film de 25, il a plusieurs versions, 25, 27, 29, sonore ou pas, enfin c'est très très compliqué de reconstituer l'archéologie de ce premier film. Donc voilà, et en fait très vite, ce qui a eu du succès à Hollywood, très curieusement, et notamment pour les studios Universal, c'est la rencontre entre les films d'horreur, enfin de monstres, parce que horreur à l'époque, ça n'a pas le même genre d'horreur que pour nous à partir des années 80, on va dire. Donc des films de monstres et des films musicaux. Donc c'est ce qui marche à l'époque. Donc en fait, assez naturellement, le fantôme a permis plusieurs fois d'associer les deux thématiques en fait. Ce qui fait qu'il est revenu à Hollywood assez régulièrement, mais pas seulement parce qu'en fait son devenir a été très vite et très étonnamment mondial, puisque c'est le cas dès la Chine des années 30 et l'Extrême-Orient. Et puis en fait on s'aperçoit, si on étudie en fait, que donc le rayonnement mondialisé du fantôme est total au cours du XXe siècle, et très vite en Amérique du Sud, en Italie, surtout, et très étonnamment, beaucoup à Hollywood, mais aussi en Asie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les studios Universal ont, pour ce fantôme de 25, reconstitué l'Opéra de Paris avec des informations extrêmement précises, y compris de personnes qui avaient travaillé à l'Opéra de Paris. Donc là aussi, la jonction se fait entre les deux. On fait venir des techniciens qui ont une expérience de l'Opéra de Paris. Et ensuite, cette matrice de l'Opéra de Paris, ce qu'on a construit, qui coûtait une fortune, a été la matrice ensuite de toutes les scènes d'opéra des studios Universal pendant 75-80 ans. Donc en fait, même des films beaucoup plus tardifs se passent là. Et c'est aussi même dans ce cadre qu'ont été tournés, par exemple, Psychose. C'est intéressant parce que cet opéra Garnier construit à Hollywood est presque une matrice aussi du cinéma, d'un certain cinéma en tout cas hollywoodien, notamment celui des studios Universal. On projette un peu ? Eh ben oui, on va reprendre du coup on va voir une séquence, la séquence clé du premier film, donc de Rupert Julian dans la première version était en 25. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vu le film de Julian. Peut-être éteindre la lumière du coup. Oui, j'y vais dessus. Du coup, là, ce qu'on va voir, c'est une scène qui est absolument mythique dans l'imaginaire de l'opéra. Peut-être que vous l'avez un peu oubliée aujourd'hui, mais elle est aussi mythique et fondatrice que Trois pas de Charlot, que la robe de Marilyn Monroe qui se soulève. C'est la séquence pendant laquelle Christine va enlever le masque du fantôme et découvrir le monstre qui est derrière. Le fantôme est en train de jouer à l'orgue l'œuvre qu'il voudrait que Christine interprète. Et la musique qu'on entend, c'est une des multiples musiques qui existent sur ce film.
bien flou quand il est monstrueux. Ce que j'ai pas dit peut-être assez, c'est qu'en fait il y a un interdit qui... Ah non, mais je veux pas forcément interrompre. Non, mais mais il y a... En fait, évidemment, c'est aussi une variation autour du couple de la Belle et la Bête. Et comme toujours, il y a un interdit qui pèse sur cette relation. Donc l'interdit, c'était celui qu'on trouve aussi dans certains opéras, d'enlever le masque et donc de voir ce qu'il est, sa monstruosité. Peut-être juste 2 remarques sur cet extrait. D'abord pour évoquer en fait l'acteur Lon Chaney, qui est un acteur absolument essentiel du muet. D'ailleurs, il paraît ses parents étaient tous les 2 sourds-muets en fait, donc c'est assez étrange, et qui a développé une technique de jeu absolument incroyable, très évidemment héritée d'une rituelle opératique. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de très opératique dans le côté très emphatique de jouer, de se manifester. Et donc il était vraiment extrêmement réputé aussi pour son transformisme, puisqu'en fait ce masque du fantôme et le maquillage que ça nécessitait, en fait il y avait des fils de fer passés sur les narines pour remonter le nez, c'était extrêmement douloureux. Enfin, il y a un côté aussi presque, de correspondance entre le caractère sacrificiel, le don absolu de soi au personnage et le personnage lui-même. C'est lui aussi en fait qui avait fait le bossu Notre-Dame, le Quasimodo précédemment. Parce qu'en fait donc c'est un tout petit peu plus tard, vous savez, c'est aussi ce studio Universal qui va faire jaillir 2 figures mythiques, Bela Lugosi dans le rôle de Dracula, et puis Boris Karloff dans le rôle de Frankenstein, de la créature de Frankenstein. Donc c'est ce qui demande des acteurs. Et alors, chose étrange, d'ailleurs, je pense à ça, je digresse aussi, mais tous ces monstres vont à l'opéra, tout le temps. C'est-à-dire que le film de Dracula Lugosi va à l'opéra. Il y a une sorte comme ça d'évidence, en fait, justement, qui remet un peu en question nos préjugés de séparation entre le savant et le populaire. Alors, outre le film de Rupert Julian de 1925 et 29, il y a eu bien d'autres adaptations hollywoodiennes. Arthur Lewin en 1943, Terence Fisher en 1962, Brian De Palma en 1974, Dwight Little en 89, Schumacher en 2004. Qu'est-ce qui motive les metteurs en scène, les acteurs, producteurs et le public à remettre en scène, rejouer et assister à nouveau à cette histoire déjà connue? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la plasticité de ce quasi-mythe. C'est-à-dire qu'en fait, il peut s'adapter à différents contextes et problématiser différents contextes, différents moments de l'histoire culturelle. Et aussi, on peut tirer sur différents aspects d'une fable dont le registre n'est pas très clair, parce que donc c'est à la fois de l'horreur, du fantastique, mais il y a de l'ironie, il y a du merveilleux, etc. Donc suivant les variations, on peut tirer aller dans un sens ou un autre. Donc ça laisse en fait pas mal de marge de manœuvre et pas mal de possibles. Et ça permet aussi parfois de tester de nouveaux effets spéciaux. Enfin, il y a une histoire en fait. C'est la rencontre souvent, un nouveau fantôme, c'est la rencontre entre une nouvelle technologie, un nouveau public, un nouveau contexte,
Pour donner quelques exemples, par exemple celui de 43, donc de Arthur Lubin, qui est le deuxième à Hollywood, qui va se faire dans le même lieu que celui de 25, c'est évident que, alors on va utiliser la forme qui marche à l'époque, donc du film à la fois fantastique et chantant, donc c'est le grand moment où il y a Shirley Temple, tout ça, enfin tous les films musicaux, c'est l'heure de gloire, mais aussi la fable de ce personnage-là, qui va d'ailleurs se modifier par rapport à Leroux. Donc très souvent, on va transformer la fable, donc la fable va bouger, et alors que Leroux, il y a une sorte de caractère métaphysique de sa monstruosité, par la suite, on va en faire l'effet des hommes. C'est-à-dire que le monstre serait devenu monstrueux à cause de la malignité des hommes, parfois une jalousie, on lui aura envoyé de l'alcool, enfin, un acide à la figure, ou bien il aurait été brûlé dans un incendie. Enfin, il y a un trauma originel qui est lié souvent au monde des hommes, donc ce qui fait un peu changer la fable. Et par exemple, en 43, même s'il faut faire un tout petit peu attention, on peut parler aussi du contexte de la guerre, du coup. Des blessés de guerre ou des choses de cet ordre-là, où on peut au contraire divertir contre la guerre. C'est un des premiers grands films Technicolor de 43, donc c'est aussi une sorte d'escapisme pour échapper à l'horreur de la guerre. Enfin, on peut trouver différents éléments. Quand il y a Suite 62 qui est tourné cette fois à Londres, c'est l'apparition d'un nouveau public qui est public adolescent. Et donc on va voir apparaître aussi des propositions dans certains studios, cette fois un studio anglais, qui sont destination des adolescents. Et cette fois, le monstre va métaphoriser, on le sait très bien, métaphoriser l'adolescent dans la mutation qui est la sienne, évidemment, entre l'âge d'enfant et l'âge d'adulte, et la difficulté à gérer les pulsions de la sexualité, etc. Enfin, il y a évidemment une parabolisation, une allégorisation de l'adolescence et de la sexualité à travers cette figure-là. Donc en fait voilà, c'est une variété de contextes. Quand il y a la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber en 86, c'était très évidemment la volonté de retrouver une forme de romantisme dans la comédie musicale rock de l'époque. Donc il y avait l'idée très claire qu'il y avait un romantisme particulier qui s'associait à cet imaginaire vieux d'un siècle, quoi. Donc voilà, donc il y a la plasticité de cette histoire qui s'adapte à des techniques, des publics, des contextes socio-économiques, des contextes historiques, des obsessions aussi, des refoulés, puisque donc très souvent le monstre, évidemment, et celui-là en particulier, incarne un refoulé, qui permettent de parler de quelque chose de l'époque. Et je disais, il y a eu, au moment où j'écrivais le livre, il y avait encore d'autres projets. Par exemple, Jean-Pierre Jeunet, le cinéaste d'Amélie Poulain et compagnie, avait un projet autour de cela. D'autres ont voulu, je vous l'ai dit, Patrice Chéreau, Benoît Jacot. Enfin, il y a comme ça des personnes pas forcément attendues qui s'intéressaient et qui auraient voulu adapter cette œuvre. On se proposait du coup pour faire un point précis sur une des adaptations de s'arrêter sur celle de Brian De Palma. Oui, donc vous dites qu'elle est certainement la plus intéressante. Oui, certainement, oui. Et du coup peut-être pour lancer la discussion sur ce cas précis, on se proposait de montrer le trailer à l'Assemblée. D'accord. 20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story. What was that? A beautiful love story. A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter and beyond. The story of a sound, the man who created it, the girl who sang it, the monster who stole it, and the phantom who haunts the paradise, the ultimate rock palace. Phantom of the Paradise. I was Mr. Phoenix. I seek it. Anyone else that tries, dies. Phoenix. Phoenix. You told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive.
terrorizing the paradise and rewrite your cantata. And the Phantom. Phantom of the Paradise. There really is the Phantom. Quelques mots de situation du film peut-être. Donc c'est un film de Brian De Palma. Vous connaissez Brian De Palma, donc un film de 74, c'est un de ses premiers films. Donc Brian De Palma, il appartient à cette génération qu'on appelle le Nouvel Hollywood, c'est-à-dire la génération Scorsese, Coppola, Spielberg aussi, et donc lui, qui ont voulu pénétrer le système hollywoodien pour le dynamiter et réconcilier en quelque sorte, réconcilier l'industrie culturelle de masse et le cinéma d'auteur d'une certaine façon. En tout cas, c'est une génération qui a voulu partir à l'assaut d'Hollywood et en devenir les maîtres. Ce qui a été un peu le cas d'ailleurs, avec des hauts et des bas pour les uns et les autres. Mais Brian De Palma, donc, il a eu une expérience fondatrice qui fait qu'il y a un peu une projection personnelle dans la figure du fantôme. C'est que l'un de ses premiers films, un des premiers films qu'il a fait, il en a été totalement dépossédé par son producteur, par les studios, qui ont récupéré la matière, monté le film comme bon il entendait, lui ont pas demandé son avis, il a découvert en salle comme tout le monde. Il y avait vraiment le sentiment d'avoir été dépossédé par l'industrie, la toute-puissance de l'industrie hollywoodienne. Donc ce film en fait utilise la fable du fantôme, qui devient une sorte de figure de l'artiste romantique, du créateur incompris, maudit, dans un monde de la modernité corrompue, commercialisée, etc. Il utilise cette fable en fait pour faire une dénonciation justement du cynisme de l'industrie culturelle de masse moderne, d'abord ici musicale. Donc c'est le moment en fait évidemment c'est un incroyable boom pour l'industrie musicale de l'époque, mais du coup ça suppose aussi de la part des producteurs peu scrupuleux de faire émerger des stars, parfois de manière totalement artificielle, et de les renvoyer dans l'obscurité aussi vite. C'est vraiment des denrées consommables et périssables. Et donc c'est cette industrie culturelle de masse que Brian De Palma veut épingler, et évidemment à travers elle aussi l'industrie cinématographique, parce qu'il y a aussi tout un imaginaire du visuel, de l'image dans le film, qui est une espèce d'obsession de Brian De Palma qui met toujours en abîme le cinéma dans le cinéma. Donc c'est utiliser la fable du fantôme de manière extrêmement corrosive, à la fois très drôle et assez terrifiante, en utilisant donc la fable du fantôme, mais aussi le portrait de Dorian Gray par certains aspects, pour faire la caricature de la société culturelle de masse, médiatique, musicale, cinématographique de l'époque. Il y a aussi une accusation des médias, puisqu'à la fin c'est une espèce de rituel de mise à mort dionysiaque qui est filmé en direct par la télévision, donc voilà. Et on s'aperçoit aussi, c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi un thème important du livre, c'est qu'une sorte d'essence de l'opératique continue d'exister, même quand l'opéra n'est plus vraiment présent. C'est-à-dire il y a des traits dans ce film, dans son montage, dans son rythme, dans sa couleur, dans son excessivité, dans son jeu, dans son rapport à la musique, qui est fidèle à un certain esprit, une certaine essence de l'opéra. Et donc c'est une des hypothèses du livre aussi, qui est que l'opératique, qui serait une essence ou un esprit de l'opéra, grâce à l'opéra, mais parfois sans plus qu'il y ait besoin de l'opéra, peut continuer et perdurer sous d'autres formes et par d'autres moyens. Que l'opéra, c'est pas que l'opéra stricto sensu, c'est aussi un esprit, une essence qui lui appartiennent. Et quand on parle de cinéma opératique, par exemple, qu'il s'agisse aussi bien de films de Visconti que les adaptations du Seigneur des Anneaux, c'est dans cet esprit-là, dans cette idée-là. Et là, typiquement,
ça l'incarne. Et on voit aussi d'ailleurs que donc, du coup, dans ces esthétiques musicales que vous avez vues, le glam rock, le gothique, etc., il y a des choses qui sont très évidemment des continuations, parfois d'ailleurs tout à fait explicites et volontaires de la part des artistes de l'opéra du 19e siècle. Avant de revenir sur ce concept d'opératique qui est l'aboutissement du coup de ces différentes lectures, de toutes les adaptations, peut-être qu'on pourrait parler un peu plus précisément de ce temps fort un peu étrange qu'on a un peu évoqué, très frappant de la comédie musicale, mais qui en même temps est très différent justement de l'état Brian De Palma. Vous avez déjà rappelé que c'était un succès planétaire incroyable, toujours vérifié d'année en année. Qu'est-ce que cette étape-là de la postérité du fantôme dit de ce mythe et qu'est-ce que vous voudriez cette comédie musicale, donc Andrew Lloyd Webber, je ne sais pas si vous connaissez ce compositeur, qui a c'est le compositeur de comédie musicale qui a eu vraisemblablement, alors c'est pas la comédie musicale de la grande tradition américaine, c'est pas les comédies musicales des années 50 qui sont adaptées au cinéma, c'est pas Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie, etc. Hein. Mais c'est quand même cette histoire de la comédie musicale dont il s'agit, donc quand même créée à Broadway et à Londres, dans le quartier de Soho. Andrew Lloyd Webber, c'est vraiment le compositeur qui a eu le plus grand succès, un peu moins maintenant, mais quand même un très grand succès depuis les années 80, et en particulier avec 3 comédies musicales, Jésus-Christ Superstar, Cats et Le Fantôme de l'Opéra. Et Le Fantôme de l'Opéra par-dessus tout. Chose étrange, en fait on le connaît moins en France parce que, chose très étrange, cette œuvre n'a jamais été créée en France. Ça a failli être le cas en fait au Théâtre Mogador il y a 2-3 ans, 30 ans, pour les 30 ans de l'œuvre à Paris. Donc le Théâtre Mogador, c'est le lieu des comédies musicales plutôt justement. Le haut de gamme était donné au Théâtre du Châtelet, donc le haut de gamme c'était plutôt Sondheim, les grandes comédies musicales des années 50, et des comédies musicales plus populaires, disons, mêlant les grands succès anglais à Notre-Dame de Paris, les Misérables, etc. C'était à Mogador. Et Mogador donc a voulu créer pour les 30 ans de la comédie musicale l'œuvre à Paris. Il m'avait d'ailleurs un peu associé à la chose, et par un phénomène extrêmement étrange et dont je ne connais toujours pas le fin mot, ça a été annulé parce que une semaine avant la présentation il y a eu un incendie et que le décor a brûlé, et c'est très Fantôme de l'Opéra parce que donc c'est extrêmement la matière et la légende rejoint. Et donc voilà, donc cette création s'est jamais faite, et donc du coup en France on connaît assez mal en fait la matière est française, mais le rayonnement et l'impact incroyable de la comédie musicale est international et assez mal connu en France. Et alors juste avant Le Fantôme de l'Opéra, Andrew Lloyd Webber compose Cats, qui est une œuvre assez ambitieuse en termes musicaux. C'est une revue, c'est-à-dire que c'est pas une histoire en continu, c'est plutôt ce qu'on appelle pour la comédie musicale la forme de la revue, donc c'est avec des numéros, des séquences, peut-être que vous l'avez vu associé, et c'est d'après un texte de T.S. Eliot, donc un des plus grands poètes anglais du XXe siècle. Donc on est vraiment dans une conception encore assez élaborée, sophistiquée de la comédie musicale, même s'il y a ce fameux tube Memory que vous connaissez peut-être. Là, il y a très clairement la volonté de faire autre chose chez Andrew Lloyd Webber, de faire quelque chose de plus facile d'accès, et son projet est quasiment évident, il est quasiment explicite. Il a voulu composer ce que serait un opéra populaire aujourd'hui, c'est-à-dire donc un certain esprit de l'opéra, des grands sentiments, du lyrisme, du spectaculaire, un conte d'amour et de mort, mais selon les modalités qui sont celles de la culture de masse dans les années 80, et avec en plus de ça les techniques compositionnelles du rock, enfin d'un certain rock grand public, disons. Donc il a composé cette comédie musicale qui, il faut le dire, est assez fascinante par son efficacité dans la composition des tubes, mais aussi par son mauvais goût absolu. Enfin, c'est une œuvre d'un kitsch intersidéral. Et du coup, c'est très intéressant pour se demander, en fait, du coup... Enfin, il y a un autre phénomène aussi que j'ai absolument découvert en travaillant là-dessus. C'était pas du tout mon domaine. Pour moi, c'était un peu me compromettre que de travailler là-dessus. Alors maintenant, tout le monde fait ça, mais je me suis mis à travailler sur la fanfiction.
C'est-à-dire que je me suis aperçu en fait qu'il y avait des communautés de fans à travers le monde qui étaient dingues de cette œuvre, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens, un nombre de personnes hallucinant qui vient visiter l'Opéra de Paris et vient visiter la Loge du Fantôme. La Loge du Fantôme de l'Opéra. Donc il y a comme un rebasculement de la fiction sur le réel. Donc aujourd'hui on sait où est la Loge du Fantôme, on peut aller la visiter. Il y a donc plein de visites de cette nature. Donc j'étais amené à travailler sur la fanfiction et à découvrir qu'il y avait une communauté de fans, bon je pense que ça a un peu baissé aujourd'hui, mais équivalente à celle quand je travaillais donc il y a une dizaine d'années à Harry Potter ou autre. Enfin c'est complètement sidérant et des réécritures, un nombre de réécritures incroyables de cette histoire. Et donc cette œuvre d'Andrew Lloyd Webber, on se rend compte qu'elle réalise justement, mais plutôt dans le mauvais sens du terme, ce que l'on imagine être, mais mauvais parce que c'est pas mon idée de l'opéra, mais quand même réussi par certains aspects, ce qu'on imagine être l'opéra et ce que peut être l'opéra dans les années 1980. Voilà, donc que dire ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, Andrew Lloyd Webber, il a été accusé de plagiat, comme ça lui est arrivé souvent dans sa carrière, d'avoir plagié deux choses, un thème des Pink Floyd et un thème de Puccini. Et c'est très intéressant parce que les Pink Floyd, évidemment, c'est aussi une forme de... il y a la volonté opéra rock aussi évidente dans les albums ultra ambitieux de Pink Floyd. Et la rencontre de Pink Floyd et Puccini, c'est exactement en fait Puccini, c'est le compositeur d'opéra du tout début du XXe siècle, donc exactement le moment du fantôme, c'est le moment où il compose ses opéras. C'est lui, il va avoir aussi un succès incroyable aux États-Unis. D'ailleurs, il fait le premier western opéra qui s'appelle La fille du Far West, qui est commandé par le Metropolitan Opera de New York. Donc Puccini, c'est celui qui a le plus grand succès au début du XXe siècle, et c'est probablement le compositeur qui, avec Madame Butterfly, La Bohème, Tosca, est un des compositeurs qui a le plus grand succès au XXe siècle. Donc très clairement, il peut faire ça, l'œuvre qui va faire se rencontrer Pink Floyd et Puccini. Et au début, d'ailleurs, l'intrigue se passe dans un opéra qui n'est plus l'opéra Garnier, qui s'appelle l'opéra populaire. Donc c'est presque programmatique, en fait, s'il a eu envie de composer un opéra populaire. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier ça, en fait, aussi en appliquant, comme j'avais utilisé Benjamin pour Gaston Leroux, là j'ai utilisé Umberto Eco, et sa dénonciation de la société Walt Disney, des parcs d'attractions, etc., ses analyses pour étudier cette comédie musicale, et surtout son adaptation cinématographique, qui en fait est beaucoup plus kitsch que ne l'est la comédie musicale. Parce que la comédie musicale, quand on est sur scène, il y a forcément une stylisation, en fait. On ne peut pas être dans le réalisme absolu. Donc c'est plus subtil quand même que l'horrible film qu'on a sorti, Schumacher ou Schumacher, je ne sais pas comment on dit. Schumacher, ça renvoie plutôt à Renoir, au début des années 2000. Voilà. Mais très évidemment, c'est un objet très intéressant pour se demander ce qu'on cherche quand on fasse un certain imaginaire de l'opéra dans la culture collective, ce que ça représente aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas forcément parce que quand je fais mon cours, j'ai souvent un cours d'initiation à l'opéra, un atelier comparatiste en L3, je ne sais pas si j'ai eu certains d'entre vous à ce cours-là. Et c'est intéressant parce que quand on emmène les étudiants à l'opéra, on se dit que pour les intéresser à l'opéra, il faut plutôt des mises en scène contemporaines. Et je m'aperçois en fait que les étudiants, ils ont envie de cet imaginaire de l'opéra-là d'abord. C'est-à-dire d'aller, et ça me renvoie à la civilisation de l'opéra, d'aller dans ce lieu velours et or, de s'habiller, mais un peu dans l'héritage finalement de la manière de s'habiller de l'aristocratie, la bourgeoisie du 19e siècle. Voilà, c'est encore une mythologie qui fonctionne en fait. Les directeurs d'institutions culturelles, ils se disent pour faire venir les jeunes générations à l'opéra, il faut moderniser l'opéra, le lieu opéra, il faut démocratiser, il faut faire sauter les rituels, il faut dire aux gens qu'on peut venir en jean. Tout ceci est vrai. Et peut-être que c'est démythifiant dans le bon sens du terme, mais en même temps, on s'aperçoit aussi que les gens ont envie d'aller à l'opéra précisément pour ce qui les éloigne aussi de l'opéra, c'est-à-dire pour une inaccessibilité luxueuse, pour des rituels, pour... voilà.
Merci. Du coup, pour faire un peu la somme de tout ce qu'on a dit, vu que l'heure tourne, on se rend compte qu'en suivant toutes ces traces du fantôme au XXe siècle, c'est finalement sur celle de notre histoire culturelle qu'on s'engage. Et finalement, on voit que ce parcours que vous proposez en suivant le fantôme permet d'éclairer non seulement l'histoire de l'opéra, mais aussi celle du cinéma, et plus largement celle de l'art et du divertissement dans notre civilisation. Et vous voyez, enfin, ça, je résume un peu là ce que vous venez de dire, mais vous en tirez du coup cette notion qui est centrale dans votre ouvrage d'opératique. Donc vous l'avez un petit peu évoqué, mais peut-être on pourrait revenir sur cette notion même qui permet de voir ce qui est à l'opéra, ce que le romanesque est au roman, vous le dites dans votre essai, et de penser cet opéra qui, grâce à l'opéra, peut se faire quand même sans l'opéra au-delà de l'opéra. Voilà. Pourriez-vous nous reparler un peu de ça ? Oui. Alors, opératique. Donc, quand on parle de théâtral ou théâtralité par rapport au théâtre, quand on parle de romanesque par rapport au roman, c'est l'idée de l'accomplissement de l'essence de ce genre, mais sous une forme outrée, il me semble. C'est l'accomplissement de l'essence ou de l'esprit, mais sous une forme particulièrement intense. Non ? Il me semble. Et donc voilà, ce qui m'intéresse aussi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi pourquoi. Je repars au tout début et à cette notion même de civilisation de l'opéra, en fait, qui est une formule de Nietzsche et qui met en avant, sur le très long terme, sur la naissance de l'opéra, en fait, dans l'Italie du XVIIe siècle, comme renaissance de la tragédie grecque. Et donc, l'idée en fait de Nietzsche, c'est que cette forme, on en a besoin parce que elle rend compte, elle exprime, elle synthétise des modalités de l'être humain qui lui appartiennent en propre et qu'aucune autre forme artistique ne touche. Chacun a sa spécificité. L'opéra en aurait une en propre. Alors, donc Nietzsche pointe du doigt cette nécessité absolue qu'il y avait à faire renaître quelque chose, qui était l'esprit de la tragédie grecque, qui associait l'apollinien et le dionysiaque, pour ceux qui connaissent un peu l'essai de Nietzsche, et qu'il fallait faire renaître, et que l'opéra a fait renaître, ou aurait dû faire renaître, parce que Nietzsche dit aussi, malheureusement, ça s'est dégradé en une forme d'art spectaculaire, luxueuse, justement le grand opéra bourgeois du XIXe siècle à Paris. Et du coup, voilà, une question qui se posait à moi, c'est aujourd'hui l'opéra est à la fois évident et sur la sellette, central et marginal dans nos cultures. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'opéra et pourquoi l'opéra ? Voilà, revenir à cette question, pourquoi l'opéra ? Pourquoi cette forme étrange qui veut, comme dirait Voltaire, qu'on danse autour des tombeaux, qu'on se poignarde en chantant et que voilà. Pourquoi cette forme, pourquoi l'existence de cette forme dans nos cultures, pourquoi son caractère indispensable et pourquoi son caractère pérenne finalement, parce que l'image du fantôme et du revenant voulait mettre ça en avant. Et du coup, donc, je voulais poser cette question de l'opératique de la même manière qu'on pose la question de qu'est-ce qui est romanesque, qu'est-ce qui est théâtral ou autre. Terme assez laid d'ailleurs, j'aimerais bien trouver un terme plus beau, mais terme qui existe, Rimbaud emploie ce terme, il dit opéradique je crois, mais il emploie ce terme, donc il y a cette idée-là cette idée n'est pas non plus entièrement récente, et donc essayer de réfléchir à cette essence de l'opéra, pour mieux comprendre l'essence de l'opéra, aussi par la manière dont parfois elle se réalise ailleurs, où il n'y a plus d'opéra, et donc d'essayer de comprendre et d'isoler les caractéristiques esthétiques, les registres, les tonalités de l'opéra en soi, et plus largement de la civilisation de l'opéra. Donc, pour ça, en fait, je pouvais aussi m'appuyer sur l'usage du terme, qui revient notamment de manière récurrente chez les critiques de cinéma, en fait, assez étonnamment. Je pense que c'est essentiellement le cinéma donc, qui est concerné par cette utilisation de l'adjectif opératique, et assez divers. Ça peut être aussi bien Senso de Visconti que Le Parrain 3 de Coppola, que La Guerre des Étoiles, ou autre.
Et donc voilà. Et donc j'essaye, là je pourrais pas les reprendre, les resynthétiser, mais j'essaye du coup de dégager un certain nombre de traits, de caractéristiques esthétiques qui feraient l'irréductibilité de l'opéra et dont on aurait besoin, nous, sans toujours le savoir. Vous pouvez peut-être ne rien connaître à l'opéra, vous pouvez ne pas aimer à l'opéra, et pourtant, peut-être que vous êtes sensible à des modalités opératiques, des esthétiques opératiques ou des façons opératiques d'être de l'art dans d'autres formes artistiques. Et voilà, c'est ça que je cherche à savoir et ce sur quoi j'essaie de conclure. Ce qu'on cherche en fait à travers d'une part l'opéra, et aussi la civilisation de l'opéra, plus largement, puisque donc on cherche aussi des choses étranges en cette ère, en ces ères démocratiques, mise à mal mais démocratiques, qui est une forme qui appartient à une autre ère culturelle en fait, parce qu'il y a toujours eu un fantasme d'opéra populaire. Il y a toujours eu aussi une réalité par certains aspects de l'opéra populaire. Donc il y a des pays où l'opéra est beaucoup plus populaire qu'en France, par exemple, dans la culture. Il y a des moments où il a été plus populaire que d'autres. Il y a des moments où il a une existence aristocratique et des moments où il a une existence plus populaire. Et puis on a vu surtout des projets d'opéra populaire. Donc le festival de Bayreuth de Wagner, c'est un projet d'opéra populaire. L'opéra Bastille, si c'est à la Bastille qu'il a été fait par le gouvernement socialiste de François Mitterrand, c'était avec ce fantasme d'opéra populaire. On a vu Andrew Lloyd Webber veut créer un opéra populaire. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, paradoxe qui est qu'en ces ères démocratiques, on fantasme quand même des états de civilisation qui ne l'étaient pas, voilà, et qui nous font toujours fantasmer. Je peux juste glisser un truc, excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, j'ai juste pour un peu attester, étayer, exemplifier ce que je dis. Ce qui m'a amusé, c'est qu'au moment où je rendais les épreuves du manuscrit, c'est le moment où est sorti Mission Impossible, l'avant-dernier, Rogue Nation, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Enfin, et dans lequel il y a une scène, mais quasiment de 10 minutes, qui se passe à l'Opéra de Vienne. Donc ça m'a interloqué, intéressé, amusé, paru étrange. Je m'étais aussi aperçu à ce moment-là, je le savais déjà qu'en fait c'est pas le premier blockbuster dans lequel il y a une scène d'opéra. Il y a un James Bond aussi, il y a un Sherlock Holmes, on s'aperçoit que dans la plupart des blockbusters il y a une scène d'opéra. C'est vraiment très étrange que dans le blockbuster hollywoodien c'est la même chose. Pourquoi une comédie musicale grand public s'adosse sur l'opéra? Pourquoi le blockbuster hollywoodien utilise cette matière? Alors sur le moment, je me suis dit tout simplement parce que ça sonne un peu luxe, etc. Mais en fait, quand on regarde cet extrait de Mission Impossible, ça commence par un propos qui est donné par le personnage joué par Tom Cruise à un de ses acolytes, qui lui donne 2 billets d'auto pour aller à l'Opéra de Vienne, et la formule qu'il donne, c'est « tu veux du spectacle, va à l'opéra ». Et il m'a semblé que cette formule avait un caractère programmatique d'une certaine façon, c'est-à-dire que, en gros, finalement, la recette du spectaculaire qui marche n'a pas changé depuis plusieurs siècles, et que finalement, le modèle par excellence du blockbuster hollywoodien contemporain, c'est d'une certaine façon un certain esprit de l'opéra, et qui se matérialise notamment dans cette scène, je ne sais pas si vous avez vu ce film, assez virtuose en fait, qui est un peu un classique, c'est la tentative d'assassinat lors d'une soirée à l'opéra. Donc il y a ça dans plusieurs films, c'est une espèce de topos, mais là il y a une espèce de virtuosité qui est liée au fait que finalement il y a 3 tueurs et on ne sait pas qui va tuer qui, dans quel sens. Donc il y a une sorte de virtuosité, une façon de se filmer un peu opératique, qui renvoie d'ailleurs aussi à certaines séquences qu'on voit dans des grands films hollywoodiens du fantôme de l'opéra. Donc voilà, excusez-moi d'avoir inséré ça, mais c'était pour dire que et j'en ai la preuve régulièrement en fait, il y a vraiment cette résurgence de l'opéra dans des endroits où on ne l'attendrait pas, y compris populaire, et sous une forme qui n'est pas purement thématique, pas purement affleurant en surface, mais qui est vraiment presque programmatique et structurelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous. Vraiment. Merci beaucoup. Et si on a un petit peu de temps en plus pour d'éventuelles questions de l'Assemblée, n'hésitez pas. Vous avez parlé de ce que j'en ai compris, votre essai interroge le devenir de l'opéra à travers la figure du fantôme.
Et vous avez parlé de cette figure de l'opéra, enfin de cette image de l'opéra du 19e très bourgeois et très luxueux. Et qu'en est-il aujourd'hui? Parce que bon, apparemment, il y a cette politique de démocratisation, mais qu'en est-il réellement de cette persistance de l'opéra aujourd'hui? Comment il est perçu? Comment il est vécu? Et est-ce qu'aujourd'hui on a quelque chose à dire de ce rapport un peu, on veut du spectaculaire, luxueux, bourgeois, 19e, mais en même temps on a envie d'y aller en vie, mais qu'est-ce qui... je ne sais pas très bien quel est ce qu'il y a derrière votre... ce que vous cherchez à savoir précisément, mais disons qu'en tout cas la question de l'image de l'opéra aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je travaille beaucoup, et notamment la question, et qui m'intéresse à la fois comme universitaire, mais aussi quand je travaille avec des institutions culturelles, c'est-à-dire se débarrasser l'opéra d'un préjugé tenace qui est celui de son élitisme. Et malheureusement, en dépit de plein d'éléments qui démentent ce préjugé, objectivement et concrètement, sur les tarifs ou autres, malheureusement c'est quand même un préjugé qui reste très tenace, dont on n'arrive pas à se défaire, et qui est en même temps... qui a pris une forme extrême très récemment, je dirais, à un moment aussi où les élites se sont éloignées de quelque chose, dans une sorte de phénomène un peu étrange, notamment les élites politiques qui allaient, c'est un peu moins le cas actuellement, mais c'était le cas dans ces dernières années, puisque cette forme était estampillée élitiste, finalement, même quand on l'appréciait, il pouvait être malvenu finalement d'aller à l'opéra, alors que jusqu'à récemment, précisément, par exemple un projet présidentiel comme celui de François Mitterrand pouvait avoir un opéra, un président socialiste pouvait aller à l'opéra et favoriser l'émergence d'une nouvelle salle, etc. Accompagner l'émergence d'une nouvelle salle et avoir une politique extrêmement ambitieuse et prestigieuse dans la matière. De manière même pour la France, c'était même sidérant d'avoir. C'est sidérant, l'Opéra de Paris, c'est un budget colossal, et donc il y a une vraie ambition placée là-dedans. Et ensuite, c'est comme si ça n'était plus un objet avec lequel les élites voulaient coïncider, parce que justement le cliché d'élitisme, les élites politiques notamment, parce que le cliché d'élitisme s'était instauré, et d'une façon, en s'en désolidarisant, ils ont accéléré finalement encore ou intensifié un préjugé à cet égard, il me semble. Mais voilà, donc il me semble que c'est un préjugé tenace dont on essaie de se défaire, dont on essaie de libérer l'opéra, et plein d'éléments objectifs démentent en fait ce préjugé, mais les préjugés ont la vie dure. Donc c'est vraiment l'image, en fait c'est pas la réalité qu'il faut travailler, c'est vraiment l'image et les imaginaires justement. Et est-ce qu'il y a toujours cet outil de représentation sociale qui était... on va à l'opéra pour se faire voir à l'opéra et pour voir les autres. Oui, absolument. Absolument, ça existe absolument. Et ça, l'opéra ne va pas s'en défaire parce qu'aussi la tendance actuelle mondiale, c'est plutôt, même dans les pays où le financement public est très grand, c'est d'aller vers un financement parallèle privé. Et donc on a absolument besoin, système très très développé aux États-Unis ou en Angleterre par exemple, de mécènes. Donc en fait les opéras, c'est un peu schizophrène parce que d'un côté, il faut absolument travailler l'image de la popularité de l'opéra et la porter à tous ceux, tout ce qu'on appelle les publics empêchés, tous ceux qui n'y vont pas, pour essayer de casser cette mécanique infernale. Donc il y a tout cet élément-là, et puis de l'autre côté, il faut maintenir aussi une espèce d'imaginaire de la distinction, justement. Donc, c'est un peu schizophrène parce que c'est aller dans le sens de Bourdieu et en même temps aller contre Bourdieu. Donc il faut ménager les deux en même temps pour précisément que cet imaginaire puissant et qui joue toujours un rôle auprès des élites continue à le faire, qu'ils apportent de l'argent aussi, tout simplement. Oui. Est-ce que dans les pays anglo-saxons, c'est pas la comédie musicale qui aurait pris le relais de l'opéra, comédie musicale comme opéra populaire, on va dire,
quelque chose qui n'existe pas vraiment en France, Ouais. mais parce qu'il y a des comédies musicales de qualité. Là, on a vu plutôt des choses qui sont pas très bonnes, mais est-ce qu'il y a une spécificité Probablement. anglo-saxon Oui, probablement. Probablement que c'est une forme de relais, oui, qui a été pris davantage dans le monde anglo-saxon. Enfin, ce qui ne présume en rien, la place de l'opéra dans ces pays et ces cultures est la même qu'ailleurs. Enfin, je veux dire, ça, par exemple, ça n'a pas modifié la place de l'opéra dans la culture par rapport à d'autres pays. Mais oui, c'est sûr que c'est une forme qui a joué un rôle fondamental, oui. Enfin, qui maintient une très forte vitalité d'un théâtre musical et chanté. Oui. Y compris militant, très politique. Absolument, oui. Peut-être que le relais n'a pas pu être pris en France parce que le fantôme de l'opéra est venu mettre feu au décor de Mogador et que du coup le relais ne peut pas être pris par la communauté. Non, mais il y a aussi des différences en effet d'histoire nationale et la France, il y a pas mal de pays où l'existence de l'opéra a pu être à la fois aristocratique et populaire, si je puis dire. Enfin, un peu, la France, c'est vraiment la France centralisée. La France où l'opéra est né sous Louis XIV, où la culture musicale, l'éducation musicale est bien moins poussée que dans les pays allemands, anglais ou autres. La France est pas un pays qui s'est réalisé dans la musique. Et voilà. Enfin, il y a l'opéra, mais même la mélodie, enfin les formes chantées de la musique classique savante. Enfin, il y a pas de. C'est un pays où il y a eu très peu de compléments et de continuum vers le populaire, disons. Même si il y a quand même eu un certain succès et engouement récent pour les comédies musicales, mais plutôt dans le modèle intermédiaire, disons, à la Andrew Lloyd Webber. Mais si la question de me lancer sur la popularité de l'opéra, enfin du lien entre opéra et populaire, on peut faire une autre séance. Ce ne sera pas le sujet, mais j'ai déjà pas mal écrit là-dessus et puis je réinterviendrai sur le sujet parce que en fait, c'est pour moi qui suis très amateur d'opéra, c'est pénible en fait la persistance de ce préjugé avec des raisons objectives. Enfin, malgré tout, ça coûte très très cher. Enfin, on peut accéder à l'opéra pour moins cher. Il y a plein de moyens, mais bon, ça reste quand même très cher malgré tout. Mais il y a quand même plein d'aspects qui démentent cette idée-là et l'idée sous un autre angle d'une popularité de l'opéra qui serait plus essentielle ou plus substantielle. Moi, j'y crois profondément parce que c'est finalement un genre qui a l'air très cultivé, très sophistiqué, très élaboré, mais c'est finalement quand même un genre très simple aussi à la base de toute culture, donc comme l'histoire d'amour et de mort chantée, mise en musique. Il s'appuie sur les mythes, c'est pas non plus voilà, et qui a des conventions, mais qui a des conventions comme le western a des conventions, comme la science-fiction a des conventions, pas plus, pas moins. Il faut juste s'habituer à ces conventions. Donc, en ce qui concerne la forme esthétique elle-même, elle peut prendre des formes évidemment très compliquées, très élaborées, très sophistiquées, etc. Mais globalement, je trouve que c'est pas une forme extrêmement compliquée. Il me semble même que parfois la comédie musicale a une sophistication plus grande que l'opéra encore, enfin, par certains aspects en tout cas. Évidemment, je parle de l'opéra de manière très générique, mais il y a 4 siècles d'opéra, il y a des esthétiques très différentes, des compositeurs très différents, donc ça renvoie pas à tout, mais l'esthétique opératique en soi, en fait, elle devrait parler à tout le monde. Hein. Et ça se vérifie en fait concrètement plus que il y a des preuves concrètes que c'est un peu le cas, parce que les avant-premières jeunes, par exemple, on en reparlait récemment à l'opéra, sont prises d'assaut à Paris. Ouais. Ça a bien marché, c'est aussi de la com, mais ça marche très bien. Les places sont vendues en 10 minutes. Oui, et bien sûr, ça marche très bien, et c'est super, et il y a plein de choses de cet ordre-là.
Mais il n'empêche qu'on s'aperçoit que si on demande à tous les étudiants qui étaient là tout à l'heure et qui sont là encore, s'ils ont une pratique active de l'opéra aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Mais il y a peut-être des choses aussi à faire et qui sont peut-être plus faites à Lyon, par exemple. La politique de démocratisation très concrète économiquement de l'opéra se fait assez bien parce qu'il y a beaucoup plus de séances à tarif réduit pour les moins de 26 ans. Enfin, il y a étudiante à Lyon, moi je suis allée à l'opéra vraiment beaucoup plus souvent que je ne peux le faire à Paris. Et ici à Rennes, Rennes est très très novateur et très en la matière. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puis, bon, ça, j'ai déjà beaucoup écrit là-dessus, mais même la question des tarifs, c'est très cher. L'Opéra de Paris est très cher en particulier. Mais si on met de côté l'Opéra de Paris, et si par ailleurs on compare un abonnement pour un stade de foot ou au concert des grandes stars de la scène rock, on est absolument dans des tarifs équivalents, voire plus pour ces formes supposées plus populaires. C'est-à-dire qu'en fait, Opéra de Paris mis à part, encore une fois, en France, il n'y a quasiment aucun opéra dont la première catégorie, c'est très cher déjà, on est d'accord, mais la première catégorie dépasse 100 €. Donc on a évidemment plein de choses en dessous, bas, et on peut aller à l'opéra pour le prix d'une place de cinéma facilement, surtout quand on est étudiant, il y a plein de moyens d'y accéder. Mais voilà, les préjugés sont tenaces, on ne se rend pas compte, un abonnement de foot c'est extrêmement luxueux, par exemple. Donc voilà. Et tout ça, voilà. Cette question-là, permettrait de parler encore longtemps, effectivement, bien sûr. On finit sur le foot, on fait un petit honneur au foot, mais en tout cas, merci vraiment beaucoup à vous d'être merci à vous et puis merci à tous ceux qui étaient là. Et on en profite quand même pour terminer, je vais y arriver, excusez-moi, pour remercier Norella aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a concocté la belle affiche de la séance d'aujourd'hui. Tous les membres d'ADOC, Zelda à la caméra, le CELAM et le CREA qui nous a prêté le matériel pour filmer tout ça. Super. Ce sera en ligne très bientôt. Merci beaucoup encore. Merci d'être venu. Merci.